Ça fait quelques années qu'on voit Bruxelles changer. Pour le meilleur et pour le pire. Quoi de plus normal? Une ville, ça change, ça bouge, ça évolue. Nous aussi, d'ailleurs, Bruxelles nous a vu grandir. Et nous, c'est Benjamin, Félicien et Chérine. Je vais couper le truc. Trois jeunes, amoureux de notre ville, avec ses paradoxes, son surréalisme et ses travaux partout. On s'est penché sur le dossier du métro à partir de 2020. Avec Samira, Anna Céliévin, autour du film Stalingrad avec ou sans nous. Dans ce film, on évoque l'impact de l'énorme chantier sur un quartier commerçant. Et quelle aventure! 1 an et demi à 6 pour enquêter sur les réalités de terrain, les identités d'un quartier. C'est là qu'on a appris à filmer, cadrer, mener des interviews et scénariser. Puis il y a eu la sortie du film, les nombreux débats et discussions après les projections. Mais plein de questions restaient en suspens. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre gentrification et métro? Comment ce métro a été décidé? Par qui et pourquoi? Alors à une époque où on entend parler de participation citoyenne à toutes les sauces, faire un nouveau film, c'est notre façon à nous de participer. Il y a 100 ans, seules quelques charrettes et voitures à chevaux circulaient dans les rues des grandes villes. En ce temps-là, les piétons étaient rois. Pour effectuer de longs déplacements à l'intérieur de la cité, les gens allaient à pied ou empruntaient l'une de ces lourdes voitures publiques traînées par de robustes chevaux et qu'on appelait omnibus. Aussi les remplaça-t-on progressivement par des trams à chevaux qui, en roulant sur des rails fixés à même la chaussée, secouaient beaucoup moins les passagers en cours de route. De nombreuses lignes de tram aboutissaient aux gares de chemin de fer, ces points de rendez-vous d'une foule de voyageurs en provenance ou à destination de tous les quartiers de la ville. Pour ne pas rater le train, toutefois, il fallait partir tôt de chez soi, car les chevaux de tram n'étaient guère rapides. Aussi pensa-t-on bientôt à les remplacer par des locomotives dont la vitesse était plus élevée. Hélas, on ne put les empêcher d'être bruyantes et de dégager une abondante fumée, ce qui ne plut pas du tout aux citadins. Heureusement, à la grande satisfaction des habitants, vers 1880, apparurent les premiers trams électriques qui peu à peu allaient chasser les trams à vapeur des rues des villes. Quel que fût leur type de carrosserie, ils étaient incontestablement plus confortables et plus rapides que ceux tirés par des chevaux ou par des locomotives. Le tram a été le principal moyen de transport public, depuis les tramways hippomobiles qu'on tractait donc avec des chevaux, en passant par le tramway américain, c'est-à-dire des chevaux mais sur rails, et puis des moteurs à vapeur, mais ça n'a pas duré longtemps, puis des moteurs électriques. Vous aviez à Waterloo, Wavre, Waterloo, Bruxelles. Il était en site propre. 23 minutes du château Cheval jusqu'à la gare du Midi. Essayez en voiture, hein? Et ça roulait. Ça ne sera pas raisonnable de garder ça encore aujourd'hui. Je veux dire, à l'époque, il y avait des tramways dans toutes les... J'exagère, mais dans les strotches de Bruxelles. L'apogée, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est quelque chose comme 280 km, c'est-à-dire le double de ce qui existe aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait, pour aller à Halle, etc., et ici, chaussée de Waterloo, c'était des petits trams magnifiques qui sont des réseaux qu'on regrette parce qu'en fait, c'était un formidable maillage. On aurait mis des trams un peu plus grands, on aurait pu avoir ici vers Waterloo plutôt que ce flux de bagnoles, d'avoir du transport public de bonne qualité, alors qu'aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Le tram a été le véhicule fétiche du transport public jusqu'à l'invention et au développement de l'autobus. Mais l'invention et le développement de l'autobus qui date de l'entre-deux-guerres ne s'est pas fait sans difficulté.
il a fallu beaucoup d'années de mise au point pour arriver à avoir des véhicules fiables. Et ce n'est que dans les années 50 qu'on commence à les voir apparaître, et alors le bus apparaît, un peu à l'image de l'automobile, comme le moyen de transport public moderne. Parce que qu'est-ce qu'on a comme tram? Des vieux machins comme ça. Et donc c'est brinque-ballant, il y a très peu de suspension, de flèches ISAF, régulièrement l'alimentation électrique meurt. Donc on considère que le tram c'est vieillot et que le bus au contraire avec ses grandes vitres, le fait qu'il y ait du chauffage, de l'éclairage, etc., c'est un moyen de transport moderne, c'est l'ersatz de la voiture pour celui qui ne sait pas s'en payer. Vous savez qu'à l'époque, il y avait une théorie au ministère des Communications, ça s'appelait, qui voulait amener tous les autoroutes jusqu'au centre de la ville. Et on le voit déjà en 58, à vous regarder les infrastructures qu'on a construites pour l'exposition de 58. Donc tous les tunnels et les machins, où il y avait une voiture qui passait tous les 5 minutes. Hein. Maintenant c'est bondé, mais à l'époque c'était complètement... Et c'était un peu une idéologie d'amener la voiture jusqu'au centre. C'était des fonctionnaires flamands et fonctionnaires wallons qui régnaient au ministère des Communications. Et c'était le tout voiture. C'est à cette époque-là qu'on a tué tout le réseau vicinal et qu'on l'a transformé par les bus vicinaux qui sont devenus de l'Aigle et comment ça s'appelle, le TEC. C'est quoi l'impact du tout à la voiture sur la mobilité à Bruxelles? Colossal. Colossal. C'est-à-dire? Mais regardez le nombre de tunnels routiers qu'il y a. C'est tout. On avait même fait des viaducs Reyers, on avait fait le viaduc Sainte-Tolette, on a encore le viaduc Herman de Brou. C'est honteux tout ça. Mais il fallait supprimer les trams pour laisser de la place à la voiture. Puisque le bus s'intègre dans le flux de trafic. C'est tout. Le tram ne va pas dans le trafic. C'est un gêneur. Il s'est fait éjecter. C'est pour ça que je vous dis, vous seriez étonné de voir le tram qu'il y avait partout dans Bruxelles. Mais au même moment où on créait ça, le tout voiture, on a dit quand on donne la surface à la voiture, on va faire du métro. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du métro à Bruxelles. Ce métro à Bruxelles, c'est pour quand? Eh bien, théoriquement, les travaux préparatoires doivent commencer à la fin de cette année-ci, puisque un crédit de 200 millions a été ouvert sur le budget de 1964, et nous espérons bien tout de suite emmancher pour le restant des travaux. Eh bien voilà, j'attends le métro. Eh bien, ici où je me trouve, dans un an, il sera totalement interdit de stationner pour la bonne raison que je me trouve à peu près sur les rails. Nous trouvons à 20 mètres en dessous du niveau des terres, c'est-à-dire en dessous de ce qui sera de nouveau le parc de Bruxelles lorsque le métro sera inauguré. Le passage en sous-œuvre des arcades du cinquantenaire. Les arcades du cinquantenaire ont bougé de 2 microns. Tout le pâté de maison a été repris en sous-œuvre pendant le chantier. Le passage en sous-œuvre de la gare du Midi. Ça, c'est un des plus difficiles. On remplacera les trams par de véritables trains composés de voitures plus hautes, plus larges et plus longues. Donc en termes de technologie, il est très clair que le métro bruxellois est une référence, j'ai presque envie de dire mondiale. En tout cas, dans le métro de 70, on a beaucoup bétonné. On se remplit les poches, c'est tout. Et on fait des salles de bal. À l'époque, l'argent coulait à flot. On est dans les 30 glorieuses, les budgets étaient disponibles, les travaux ne coûtaient pas aussi cher évidemment qu'aujourd'hui. Ils disposaient, les ingénieurs de la STIB et des bureaux d'études qui travaillaient pour eux, avaient carte blanche pour réaliser ce qu'il fallait réaliser. Et ils ont utilisé toutes sortes de techniques de construction du métro. Alors, l'inauguration était particulière parce qu'il y avait la fanfare. Ce qui nous intéressait, nous, c'était les majorettes. Donc on les a suivis jusqu'ici, c'est comme ça qu'on a dit « Ah, il y a une inauguration !» Donc du coup, c'est en suivant les majorettes, c'est pas très glorieux. On trouvait ça magique, avec le regard d'un enfant, évidemment. Je pense que même le roi Baudouin est passé.
Et sinon, à ce moment-là, oui, on était ravis, c'était quelque chose de nouveau dans le quartier. Rien de plus facile. Il suffit d'introduire le ticket dans la fente ménagée à la droite de ces appareils, puis d'avancer et de pousser les croisillons qui s'effacent pour livrer passage. Les ingénieurs ont eu une puissance qui, aujourd'hui, à mon avis, est contrebalancée par une vie démocratique et politique plus vivante qu'à l'époque. Je veux dire, à l'époque des premières conceptions du métro, et les ingénieurs que j'ai rencontrés, parce que j'ai rencontré plusieurs vétérans, se vantaient de pouvoir faire absolument ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, et ils avaient la planification de leurs aménagements, et rien ne leur résistait. Parce que techniquement, effectivement, c'est eux qui étaient compétents. Maintenant, ces compétences, il ne faut plus les exagérer parce que cette génération-là a disparu ou est à la pension et qu'on n'a plus réinvesti dans le métro, à part des petits prolongements de lignes et souvent en parallèle au chemin de fer, donc sans tunnel. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les techniciens pourraient aussi librement et de manière aussi décider de l'aménagement urbain qu'ils pouvaient le faire dans les années 60 et 70 parce qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir. C'est une sorte de triple soumission et en tout cas c'est le contraire d'une politique véritablement bruxelloise. On pourrait dire d'abord une soumission à l'État central et donc une politique qui privilégie uniquement le rôle national et international entre guillemets de Bruxelles au détriment des intérêts des Bruxellois eux-mêmes. Je dirais ensuite une politique qui se soumet, les yeux fermés, à certains intérêts, à certains groupes privilégiés. On pourrait dire en gros ceux qui soutiennent le transport individuel, par exemple aux dépens du transport en commun. Avec comme conséquence, bien entendu, qu'on est amené à injecter des milliards dans des souterrains pour mettre le métro, non pas pour améliorer le transport public, mais pour permettre aux voitures de continuer à circuler, avec la conséquence que les investissements qui sont consentis sont perdus et sont payés en définitive par le consommateur, c'est-à-dire par celui qui use des transports en commun, puisqu'il y a de moins en moins de voyageurs et que ceux qui sont obligés de l'utiliser payent de plus en plus cher. Il doit payer le métro, quoi. Il doit payer le métro et il doit le payer 2 fois, parce qu'il y a une concurrence effrénée du secteur du transport individuel. Il y a une troisième soumission et qui, ces temps-ci, est véritablement dramatique, c'est la soumission aux promoteurs immobiliers, aux promoteurs privés, avec la conséquence qu'on est reparti vers la destruction de la ville au profit d'une construction industrialisée sans aucun intérêt véritable pour la cité. Mais, comme je le disais, moi, les ministres précédents, avant régionalisation, ce n'est pas une critique pour eux, mais leur électorat, il était en province. Donc on pensait davantage aux navetteurs qu'aux Bruxellois. Et là, le fait que le Bruxellois puisse interpeller son ministre et ses ministres de manière beaucoup plus directe, même dans des réunions publiques, fait qu'on est plus attentif aux intérêts des Bruxellois. Et puis le problème, c'est que Bruxelles a été sous-financée depuis toujours, que son statut n'a pas été clairement clarifié jusqu'en 1989, que même en 1989, la création de la région de Bruxelles-Capitale, le financement de cette entité était extrêmement limité. Alors on a inventé un financement national pour le rôle de capitale, etc. Mais c'est quand même toujours avec des élastiques. Et donc, on a mis, pour faire 40 km de métro, on a mis 15 ans. Pour en faire un, on a en remis 30 ans. Depuis 89 jusqu'à 20, donc ça fait 31 ans, on a fait 2 km de métro. On a fait le bouclage de la petite ceinture, qui permet maintenant d'aller directement de la gare du Midi par Molenbeek ou par l'autre côté, suivant. Mais c'est très, très peu comme travaux qu'on ait fait pendant ces 30 dernières années. Parce que, au fond, le métro a aussi été assimilé à le tout auto et à la bruxellisation. Les grands travaux, on se foutait c'était des fonctionnaires, comme je dis, flamands et wallons, ils se foutaient des Bruxellois. Et donc les Bruxellois ont succolé avec des travaux infernaux partout. Et la création, dont M. Piquet est un exemple, d'une espèce de lutte contre la bruxellisation et pour la rénovation urbaine et pour la repropriation. C'est vrai qu'un fonctionnaire
Moi, j'entends ça même à la SNCB. À une époque, il y a 10 ans, c'était incroyable. Ils venaient à Bruxelles tous les jours avec leurs chauffeurs, les patrons de la SNCB. Ils connaissaient 2 ou 3 restaurants, et sinon, ils habitaient en Flandre. Et donc, Bruxelles, pour eux, c'est rien, sans intérêt. Donc, la concertation avec les Bruxellois, là, avec les communes, tout ça, nada. Donc Bruxelles de 1960 à 1989, en fait, a été créée par des non-bruxellois. Des non-bruxellois qui n'avaient aucun égard. Et donc, c'est ça qui a créé cette espèce d'atmosphère de guérilla urbaine, où vous avez vu tous les ARO et autres associations qui se sont créées pour lutter contre ça. Parce que c'est vraiment, on détruisait notre ville. Quand on est passé sous le canal et qu'on a détruit une partie du centre de Molenbeek qui était en mauvais état et en même temps sous la pression de la commune de Molenbeek, parce que c'est une vieille technique des communes, de dire passez par chez moi et passez là s'il vous plaît parce que j'ai justement un quartier délabré et comme ça vous le rénovez à vos frais. La jonction, c'était exactement la même chose. Quand on décide du tracé de la jonction, la ville de Bruxelles a applaudi à 2 mains, parce qu'il y a au mieux, là où il y a la gare centrale, il y a le quartier dit de la Puterie, c'est le quartier de la rue des Bouchers, en plus délabré, si vous voulez, qui est pourri, et dont la ville de Bruxelles souhaite se débarrasser. Il se dit, si c'est l'État qui vient percer sa jonction, mon quartier, il est assaini. Et donc, c'est une technique qu'utilise Egmont Martens à Molenbeek, etc. Donc, il y a une sorte de complicité des autorités locales à la démolition de bâtiments réputés insalubres. Alors, on fait cette percée dans Molenbeek qui va mettre 25, 30 ans à se refermer, et on la voit encore. Nous allons descendre dans le gouffre des travaux du métro. Venez. Ce que je sais, c'est qu'ils ont rasé quelques bâtiments, ils ont creusé, on a vu du matériel, des tracteurs, des pelleteuses en permanence, et pendant des années, on s'est habitué à ce matériel. Et nous, à la fin, c'est devenu un terrain de jeu. Quand les pelleteuses s'arrêtaient, en fin de journée, nous, on venait s'amuser, on montait même dans les pelleteuses, heureusement qu'on ne les mettait pas en route, mais enfin voilà, c'était ça plutôt. Oui. Ok, donc vous étiez un peu approprié le chantier en jouant dedans. Oui, évidemment, avec l'innocence d'un enfant, c'est clair. Oui, pour nous, c'était un terrain de jeu, pendant tout un temps d'ailleurs. Ça a duré longtemps, ce chantier ? Oh, mon Dieu, je pense une bonne dizaine d'années, il me semble. Ça a duré longtemps, oui, c'est très longtemps. D'autant plus que plus tard, j'ai compris qu'il y avait la complexité de faire passer le métro sous le canal. Mais oui, ça a duré longtemps, donc d'ici jusqu'à Étang-Noir d'ailleurs. Une fois qu'ils ont fini par raser, il y avait d'abord les démolitions dans un premier temps, et ensuite ils ont creusé, et puis après il y avait des endroits qui n'étaient pas restaurés. On s'est juste concentré sur ce qui se passait en dessous, mais plus vraiment du dessus. Ce qui fait que c'était un chancre en permanence pendant des années, et c'était une sorte de gros trou comme ça dans l'espace. C'était assez particulier. Et nous, en tant que gamins, on était ravis. Enfin, on ne mesurait pas la chose. Et ce qui fait que plus tard, quand ils ont inauguré le métro et que le métro était fonctionnel, eh bien, il n'y a plus rien qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réparé le dessus, ils n'ont pas embelli l'espace qu'il y avait au-dessus, et c'est resté comme ça, pendant des années d'ailleurs. Moi, je pense que la STIP ne s'est plus préoccupée de cet espace, et c'était de leur responsabilité de restaurer l'espace qui avait servi pour la construction du métro. Après, normalement, je pense qu'il y avait la promesse de restaurer. Après, comment, avec quel projet, ça, c'était pas encore clair. Du côté de Molenbeek, quand on a fait Molenbeek, le choix a été de démolir. Mais on avait l'option bouclier. On garde les maisons et on fait un tunnel au bouclier. Donc on a toujours ce choix, et ce choix est un choix qui implique terriblement le politique local. Vos impressions, madame, après votre premier voyage? Ah ben c'est formidable, madame, c'est très très bien. Ça t'a plu? Oui, madame. Oui, oui. Est-ce que tu reviendras souvent dans le métro? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Vous trouvez ça plus pratique que le tram? Oui, madame, ça va très vite. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un nouveau métro qui va arriver ici? Ça, je sais. Ça fait un bon moment que j'ai entendu ça, mais j'attends toujours le trop pour les gens qui sortent. C'est ça le problème, je cherche toujours. À quel côté ils vont sortir? La ligne métro 3, qui va aller de Albert à Saint-Gilles jusqu'à Bordet à Evere. Ouais. Vous êtes au courant? Vous en pensez quoi d'une nouvelle ligne? J'ai pas du tout été au courant de ça. Moi, j'en ai entendu parler, mais ça passe pas genre près de chez moi, donc ça me concerne pas vraiment. Mais ça peut être cool pour les gens qui en ont besoin, quoi. Vous êtes au courant de ça? Oui, on est au courant.
Hier, vous en pensez quoi? Moi j'en pense c'est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trams de Saint-Gilles jusqu'à Evere. Je suis au courant. Comment t'as su ça? Parce que je travaille déjà dans le médical et moi je prenais la ligne 55 pour Paul Brien. Donc je crois que c'est par là qu'ils ont commencé les travaux. Alors là, pas du tout. Je l'apprends avec vous. Et tu prends régulièrement le métro, t'es à Bruxelles? Je prends régulièrement le métro et malheureusement, j'ai jamais entendu parler de la nouvelle ligne. Relier Evere à Forêt via le centre-ville en 20 minutes seulement, grâce au nouveau métro 3, cela sera possible. Le réseau tram est saturé et la population est en constante augmentation. Le réseau de transport en commun doit donc s'adapter pour faciliter les déplacements des Bruxellois. La nouvelle ligne métro 3 est une des solutions de mobilité. Ce projet se déroule en 2 phases, avec la transformation du pré-métro en métro entre Gare du Nord et Albert et l'extension de ce tronçon jusqu'à Bordet. Il faut rouler par rapport au tronçon. Effectivement, il y a un premier tronçon qui existe déjà sous forme de tramway qui court de la Gare du Nord là-bas jusqu'à Albert dans Mondo, qui est actuellement utilisé en forme de tramway, le pré-métro. Et l'idée était de le convertir en métro de manière à pouvoir justement répondre aux besoins de capacité. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est la phase de l'extension de cette ligne jusqu'à Aron, en passant par Schaerbeek et Evere, avec comme objectif, effectivement, d'avoir une ligne relativement importante du nord au sud qui traverse toute la ville. Cette deuxième partie, en fait, fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme qui n'est pas encore octroyé et donc qui nous place dans une mise en service dans les années 2030 et suivants. Nous avions fait le constat que la solution à Schaerbeek du tram était sans issue, à terme. Donc on avait fait des rapports en disant un jour on n'y arrivera pas. Donc regardons si on ne peut pas construire un métro. Et c'est ainsi que... vous savez, c'est très difficile de savoir comment une décision politique se fait. Mais s'il y en a qui poussent à la région en disant il faudrait le faire, la STIP qui est quand même un élément important dans la discussion, qui est relayé, qui peut être relayé suivant les cas, soit par le PS, soit par le MR, etc. En final, on aboutit à ce que la solution du métro devient une évidence. Mais le faire à 2 ou 3 endroits à Bruxelles, plutôt du côté nord et est, ça se justifie. Ça se justifiera. Je pense qu'il y a aussi un alignement des planètes qui s'est fait à un moment donné avec Loreton Collings qui était candidate bourgmestre de Schaerbeek, mais on n'a pas eu le majorat finalement, qui était président de la fédération du PS bruxellois, Rudy Vervoort, futur ministre-président, il était déjà ministre-président à l'époque, et Didier Renders, qui était ministre fédéral et maire en charge de Bell'iris. Et donc ces 3 personnes étaient convaincues qu'il fallait faire une extension vers le nord. Et donc ils avaient tous les 3 les leviers nécessaires pour prendre cette décision-là. Qui était avant tout une décision politique. Donc je pense que le gros problème de ce projet, c'est qu'il n'y a jamais vraiment eu un débat politique argumenté en amont sur l'opportunité. Et donc tout ce qui s'en est suivi, c'est une manière de réaliser ce qu'ils avaient en tête et ce qu'ils avaient décidé déjà bien avant. Et donc c'est un peu ça le problème qui s'est reproduit alors par la suite. Chaque fois qu'il y a eu une enquête publique, les gens reposaient la question, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Quel sera l'impact? Parce que finalement, la décision, elle était prise en amont et n'a jamais vraiment été discutée. Le travail de l'ARO s'est fait à plusieurs niveaux. D'abord, ce qui est primordial pour l'ARO, ça a toujours été de mettre dans le débat public les grands projets et voir comment on prenait en compte ou pas les avis des habitants et de nos associations. Quand j'ai découvert le dossier du métro 3, c'était au début de ma carrière à l'ARO, ça faisait un peu plus d'1 an que je travaillais. Et j'ai été étonné, a priori, qu'on dise qu'on ait un avis négatif sur un projet de métro. Donc, quand j'ai découvert ça, moi à la base, comme beaucoup de gens, je pensais que voilà, on fait une nouvelle ligne métro en plus, super, c'est une amélioration du réseau, c'est un meilleur service pour les usagers de transport en commun, voilà, le métro ça va vite, etc. etc. Moi, j'avais tous ces a priori-là,
Et c'est vraiment en découvrant le dossier, en analysant les choses, que je me suis rendu compte que finalement, non, c'était vraiment un très mauvais projet. Mon premier souvenir par rapport au projet du métro 3, c'est quelque chose de très 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 flou, quoi. Mon souvenir n'est pas flou, mais le flou qu'on avait à essayer de comprendre ce qui se passait et les difficultés à trouver des sources, à comprendre le projet, c'était... Et à le budgétiser aussi. Alors ça, c'est vrai que ça a été aussi j'ai le souvenir d'une réunion avec des membres où on essayait de comprendre des tableurs et d'affiner des tableurs pour évaluer le coût de ce projet. Et puis, plus on l'affinait, plus on se disait, mais c'est quand même délirant, c'est délirant. Il y a quelque chose de l'ordre de la grande mégalomanie derrière ce projet. Donc ça, c'est l'impression principale, c'est le flou et la mégalomanie. Et de me dire, mais non, on n'en est quand même pas encore là. GUTIB, c'est le groupement des usagers des transports publics à Bruxelles. Donc c'est une association de défense des transports en commun qui a été créée dans les années 80, à l'époque où on voulait supprimer une série de lignes de tram. Ayant habité dans ce quartier-ci, par exemple, je me suis rendu compte à quel point, dans les années, début des années 80, à quel point le métro manquait dans le nord de la ville. Et donc, depuis 1976, nous attendons quelque part le prolongement de cette ligne de pré-métro qui faisait nord-midi à l'époque, qui a été prolongée en 1993 vers Albert, et qui aujourd'hui, espérons dans quelques années, va être prolongée jusqu'à Bordé. Je pense qu'il faut regarder les choses froidement, projet par projet, et analyser chaque projet avec ses caractéristiques au moment où il est proposé. Et pour nous, je dis nous, donc je m'exprime au nom des collègues avec qui on a signé plusieurs cartes blanches communément, on trouve qu'un métro, ça se justifie quand il y a 3 conditions qui sont réunies. La première, c'est qu'on a tellement de personnes à transporter qu'on ne pourrait pas s'en sortir avec un tramway qui a moins de capacité qu'un métro, et a fortiori un autobus qui a moins de capacité qu'un tramway. Deuxième condition, les pouvoirs publics qui soutiennent le projet de métro sont suffisamment riches que pour pouvoir le financer. Et troisième élément, troisième condition, on s'attend à des gains pour l'environnement, donc changement climatique, pollution atmosphérique, de l'air ambiant dans la ville, etc., qui contribuent à rendre le projet souhaitable. Et dans le cas du projet Métro 3, aucune de ces 3 conditions n'est réunie. Donc voilà, pour nous, l'affaire est entendue. Et donc, le marché a été attribué à un consortium qui s'est appelé Bureau Métro Nord, dont une des entreprises principales du consortium, c'est Sweco, qui est un groupe international d'origine suédoise, qui a réalisé beaucoup de métros à travers le monde, notamment. Et donc qui a mené une première étude d'opportunités socio-économiques qui a conclu, comme on pouvait s'y attendre d'une certaine manière, à ce que c'était pertinent de faire cette extension vers le nord. Donc voilà, quand on parle de péché originel, on considère que c'était dans l'intérêt évidemment de ce consortium de dire qu'il y avait une pertinence, il y avait une opportunité à faire cette extension, puisque la suite du marché pour ce consortium était de mener à bien le chantier, ou en tout cas sa coordination. La décision a été prise sur base de toutes les données de l'époque, donc forte hausse de la population, péage urbain à 10 €, etc., etc. Et que tu regardes maintenant ce qui est dit, enfin la réalité observée et les projections futures, tu es dans une toute autre dimension, quoi. C'est des variations de l'ordre de 30% de fréquentation de la ligne, voire plus si tu rajoutes l'effet Covid, tu peux même être à 50%. Vraiment tous les quartiers qui sont situés le long du tracé. Sur ces dernières années, enfin les dernières salles disponibles, 14-19, la population est en diminution. Légère diminution, mais bon, voilà. Sur l'opportunité du projet dont on discute ici, de l'aveu même de ces études, on prévoyait à l'époque 0,6% de trafic automobile en moins
grâce au métro. Donc en fait, selon les modélisations qui ont été faites à l'époque, une bonne partie des utilisateurs de la future ligne de métro sont les usagers qui aujourd'hui utilisent déjà les transports en commun. Simplement, au lieu d'utiliser des bus et des trams, ils se retrouveraient dans le métro. Pour la partie de la gare du Nord à Bordet, il y a la construction de 7 nouvelles stations à très grande profondeur, donc des profondeurs autour de 30 mètres, alors qu'aujourd'hui la station la plus profonde du réseau, c'est Botanique, qui est à moins 22 mètres de mémoire, si je me souviens bien. Et à 22 mètres, c'est déjà une station qui est sensiblement plus profonde que toutes les autres stations bruxelloises. Chaque fois qu'il y a une station, il faut réaliser un grand trou. Alors quand vous aurez un grand trou à la place Litz, du côté de la place Collignon, du côté de la maison communale, etc., vous aurez quand même 7 grands trous à Schaerbeek et à Evere. Je ne pense pas que ça va passer inaperçu dans le paysage bruxellois. Il faut encore réussir à ne pas se marrer en racontant tout ça. Donc je crois qu'il n'y a pas de lien évident ou automatique entre création d'un nouveau métro et gentrification. Il faut plutôt, je pense, réfléchir à des circonstances. C'est-à-dire, dans certaines circonstances, ce type de projet urbanistique et de transport peut vraiment avoir un impact en termes de gentrification et pas dans d'autres. Donc, par exemple, si on prend un exemple qui n'est pas à Bruxelles, les travaux du Grand Paris Express aujourd'hui en banlieue parisienne, dans certaines communes de banlieue parisienne, l'ouverture d'une nouvelle station de ce nouveau réseau de métro vraiment est une aubaine pour des promoteurs immobiliers qui se jettent sur les terrains autour de la nouvelle station. Si il y a un objectif de gentrification, s'il y avait un plan, le plan serait d'abord de dévaloriser le quartier, donc de le tuer économiquement et de le laisser à l'abandon. Le tuer économiquement, ça peut passer, c'est ça les craintes essentielles qu'on a pour ce chantier. C'est qu'il est sur une trop longue période, il y a des incertitudes politiques comme il y en a tout le temps dans ce pays. Au fur et à mesure d'une alliance ou d'une autre, il peut y avoir, l'agenda peut changer. Et si on se retrouve en plein milieu de chantier avec un trou et les fonds qui ne suivent plus, là effectivement nous avons un gros problème de gentrification. Donc là on aura les ingrédients réunis pour une gentrification dans le quartier et donc on laisserait le quartier pourrir, on laisserait les chantiers à l'abandon. Pendant ce temps-là, les clients déserteraient la zone, les rez-de-chaussée commerciaux seront les premiers à être impactés, ne seront plus exploités. Ensuite, l'insécurité va s'en suivre. Ensuite, les riverains devront partir. Et ensuite, les gros investisseurs sauveurs de la planète vont arriver et vont dire « nous, on va améliorer tout ça ». Que se passe-t-il avec le chantier du métro 3 ? Le creusement du tunnel dans le centre est en train d'exploser en coût et en durée. Est-on en train de s'entêter ? Donc nous sommes ici devant le Palais du Midi, donc, qui est un bâtiment de la fin du 19e siècle, assez intéressant dans la mesure où il s'agit d'un bâtiment multifonctionnel, donc il y a à la fois des services, 2 écoles, des salles de sport, dont un grand terrain de basket, des commerces, etc. Et donc, ça fait déjà plusieurs mois maintenant qu'on sait, ça n'avait pas été rendu public, mais ça fait même à peu près un an maintenant que les travaux de creusement du tunnel sous ce Palais du Midi sont à l'arrêt.
Un tunnel doit être construit juste en dessous et c'est justement là que réside tout le nœud du problème. Ce palais du Midi est un ouvrage particulier, bâti sur un terrain particulier qui est l'ancien lit de la Seine et qui est un terrain un peu meuble. Alors, on devait développer des techniques, comme on dit, de passage en sous-vol, passer en dessous. Mais le plan de base est vite abandonné. Impossible pour l'entreprise en charge des travaux de garantir une stabilité suffisante. Une autre solution est alors proposée avec des piliers plus larges et plus profonds. Coût total des travaux, 170 millions d'euros et un délai de 8 ans. Pour la STIB, pas question d'accepter ces conditions. Deux possibilités. Soit vous faites ce qu'on vous demande de faire, soit on étudie une autre option, qui est l'option de démonter la toiture du Palais du Midi, de passer à travers le Palais du Midi pour y mettre des grues et d'utiliser la même technique que celle qu'on a utilisée sur les 800 mètres qui vont du Palais du Midi vers la gare du Midi. D'enlever le toit pour pouvoir descendre. Mais comment est-ce qu'on peut enlever un toit et puis descendre avec des grues et des engins lourds sans démolir l'intérieur du bâtiment? Donc ça, c'est vraiment de l'euphémisation et une sorte de novlangue qu'un certain nombre de médias ont repris sans esprit critique. Donc il s'agit bien de démolir et pour ça il faudra un permis d'urbanisme avec aussi des difficultés et les lenteurs des procédures urbanistiques à Bruxelles. Donc quand tout se passe bien, on considère qu'il faut à peu près 4 ans pour faire aboutir une procédure urbanistique. Donc considérer que ça va être fait de cette manière-là en 4-5 ans, travaux compris, ça me semble aussi très très juste. Pensez-vous qu'il serait capable de détruire le Palais du Midi vraiment ? Ah, je pense que oui. C'est d'ailleurs l'hypothèse qui est soutenue par la STIB parce que c'est sans doute la plus facile à réaliser et qui nécessitera le moins de temps. En tout cas pour l'objectif poursuivi par la STIB, qui est d'avoir ce tunnel au plus vite et de pouvoir faire circuler des métros dedans. Maintenant, pour ce qui est de la reconstruction, c'est une autre question, parce que c'est sûr que démolir le 2/3 plus ou moins du Palais du Midi, ça nécessite quand même des permis. Et dans les estimations budgétaires, là aussi c'est quelque chose qui doit être clarifié. On ne sait pas si ce sont simplement les travaux pour le métro, pour le tunnel qui sont visés. Je pense que c'est surtout ça en fait. Je ne pense pas que la reconstruction soit comprise dans les 180 millions qui sont prévus, ni l'indemnisation des commerçants, etc., etc. Il y a pratiquement un quart ou un cinquième du budget régional qui est dédié à la STIB, ce qui est énorme, entre 20 et 25%. À ça s'ajoutent parfois des fonds belliris, c'est-à-dire que certains projets sont financés par le fédéral au titre du rôle de capitale belge et européenne. Il y a un fonds qui est alimenté annuellement par le fédéral et qui est utilisé par la région, notamment pour des projets d'infrastructure. Il y a ça aussi. Mais avec la difficulté devant laquelle on se trouve aujourd'hui, un petit peu comme dans les années 80, c'est qu'on prévoit maintenant une ligne 3 de métro atrophiée, en réalité, puisqu'il s'agit de relier Evere d'un côté à la station Albert de l'autre, c'est-à-dire la moitié du travail, parce qu'en fait, il faudrait continuer après Albert, il faudrait aller, pour avoir une ligne de métro digne de ce long, il faudrait aller jusqu'au fin fond d'Uccle, en passant par Forêt, en ciblant les quartiers les plus denses, mais qu'on n'a pas les moyens de le réaliser, et qu'on dit qu'on va réaliser ça pour 2030, je me permets d'en douter. Les caisses de la région sont vides. Confrontés au Covid, confrontés aux problèmes aujourd'hui d'inflation et donc de salaire de ces fonctionnaires avec des ressources qui stagnent, moi je ne vois pas la ligne de métro 3 arriver avant 25 ou 30 ans. Effectivement, on peut se poser la question du prix du projet par rapport aux bénéfices qu'il va offrir aux usagers des transports publics et à la société dans son ensemble. Et donc là, on sait que la baisse du trafic automobile sera minime, que les gains environnementaux seront minimes, voire négatifs, à cause de toute l'énergie qui va être nécessaire pour le chantier lui-même. Mais de toute façon, personne ne peut dire aujourd'hui combien ce chantier va coûter. On est parti d'une estimation, il y a encore 2-3 ans, on était à 1,66 milliard selon les chiffres officiels de la puissance publique, puis on est soudainement passé à 2,3 milliards. Malheureusement, cela coûte cher, très cher. À Bruxelles, près de 2,5 millions le mètre, juste pour la construction et l'équipement du métro, sans compter l'achat du matériel et son fonctionnement.
Jusqu'à présent, on a dépensé 70 milliards pour des lignes qui ne représentent que 15% du réseau. Le ratio, si vous voulez, entre le coût, les bénéfices, l'opportunité est déjà mauvais, mais plus les coûts vont enfler, et plus ce ratio va se dégrader, et donc le projet sera encore moins justifié qu'aujourd'hui. La question est de savoir si on sera à 3 milliards d'euros, 4 milliards d'euros, si pas à 5, voilà. Je pense que personne ne peut le dire sérieusement aujourd'hui, mais les paris sont ouverts, en tout cas, malheureusement. Et dans un budget, on fait toujours un budget d'infrastructure au plus bas. Et il y avait un homme que vous n'avez peut-être pas connu, mais qui était le président de la Banque mondiale et qui était le secrétaire d'État à la défense de John Kennedy, qui s'appelait Bob McNamara, qui est un grand monsieur et qui a donc construit des infrastructures dans le monde entier quand il était à la banque. Et il disait, ne vous faites aucune illusion. Quand on fait un budget pour une infrastructure, vous devez toujours vous dire qu'il faut le multiplier par pi. Donc 3, 14, 16. La formule pi. Vous voyez ce que ça veut dire. Et vous allez arriver à Bruxelles. Certes, le métro, il faut entretenir les tunnels, mais l'infrastructure que vous construisez aujourd'hui, elle existera toujours dans 100 ans. Et donc, 1 euro que vous investissez dans une infrastructure de métro, dans une infrastructure ferroviaire, c'est 1 euro qui continuera à servir dans 100 ans aussi. Et donc, c'est un investissement qui va perdurer. Un principe dit qu'on n'amortit jamais d'une infrastructure ferroviaire. Une infrastructure ferroviaire continue à exister dans le temps. Il est temps d'être très très attentif au dérapage budgétaire. Il y a des craintes à avoir sur l'endettement de la région bruxelloise ? Ouais, on sait que depuis quelque temps, la situation budgétaire est ou était difficile. Et donc maintenant, il est temps de regarder un peu de l'avant pour les prochaines années et dire, OK, le taux d'endettement doit vraiment se stabiliser. Pour 2 raisons. Parce que nous avons dit que nous allions investir en dehors du budget, pour le métro principalement, mais pas uniquement, aussi pour le transport en public en général. Mais temporairement, ça veut dire pendant cette législature-ci, et tant que les taux d'intérêt étaient bas. Il est impossible de maintenir hors budget des investissements stratégiques après 2025. Les limites de l'endettement ont été atteintes. C'est ce que vous avez dit au journal L'Écho ce vendredi. Oui. C'est quand même un sacré feu orange clignotant. Oui, mais c'est même pas moi qui dois le dire comme argentier. Je le fais naturellement. Mais ce seront aussi les marchés qui nous le diront. Mais donc ça veut dire, Sven Gatz, que tout ce qu'on investit dans le métro, qui pour l'instant est hors budget, on estime que c'est un investissement stratégique, après 2025, il faut le remettre dans le budget. Il faudra, en phasage, le remettre au budget, oui. Déjà, le budget est faramineux. La région n'a pas les moyens de l'assumer. Donc elle va en plus utiliser les fonds fédéraux qui sont donnés à Bruxelles pendant une série d'années. Et en plus, sur un budget qui est déjà énorme et dont on sait qu'il ne peut qu'augmenter avec l'augmentation des coûts du crise énergétique et autres, avec aussi tous les imprévus qui vont se poser pendant le chantier. Et donc ce que ça veut dire, c'est que ça mobilise tous les moyens à cet endroit-là, quitte même à faire en sorte que la région s'endette. Alors ça peut paraître lointain, ça peut paraître juste de l'ordre de décisions de politique un peu abstraites, où la région soit endettée, on s'en fout un peu. Mais en fait, ça a un impact vraiment sur nos vies, puisque ça veut dire que des tas d'autres projets qu'on pourrait juger prioritaires, qui pourraient être socialement et écologiquement plus profitables à tout le monde et beaucoup plus rapides à mettre en place, que des tas de choses comme ça ne vont pas se faire. Donc en fait, ça nous concerne tous, mais on ne le sent pas comme ça immédiatement, parce que c'est pas comme tiens, demain je peux plus prendre ma voiture pour circuler, ou je vais mettre 40 minutes en plus pour aller d'un point A à un point B, et donc ça modifie concrètement mon quotidien. Et du coup, il n'y a pas de mobilisation là-dessus, et c'est dommage. Je ne pense pas que les alternatives aient été étudiées sérieusement.
Et c'était quoi ces alternatives? Il y a toujours l'alternative zéro, donc qui consiste à ne rien faire. Et puis il y a une alternative qui consiste à améliorer la situation actuelle à la marge, c'est-à-dire en exploitant les trams existants de manière un peu plus fréquente et avec des trams plus longs que les trams actuels. Et les chargés d'études ont prétendu que ça ne répondait pas aux objectifs fixés. Mais évidemment, si vous mettez la barre très haut en termes de temps de parcours et de choses comme ça, évidemment, le métro est imbattable. La question est de savoir à quel prix, pour combien d'automobilistes en moins dans la ville, pour quelle amélioration de la qualité de l'air ambiant et pour quelle diminution de la contribution des transports au changement climatique. Donc voilà, la question, elle n'est pas plus compliquée que cela. Mais si vous ne mettez sur la table que le temps de parcours, alors évidemment que pour aller de Albert à Bordet, à Evere, à supposer qu'il y ait des gens qui voyagent entre ces deux points, évidemment le métro est toujours la solution la plus rapide. Est-ce qu'il faut dépenser 2,3 milliards d'euros pour cela et plus vraisemblablement entre 3 et 4 milliards? La question mérite d'être posée. Aujourd'hui, une vingtaine d'associations démontent le projet et en présentent un autre, pour le tronçon sud. Nous, on propose un plan qui ne demande aucun nouveau chantier, qui ne demande pas de dépenses faramineuses et qui peut être mis en œuvre rapidement. Le projet, le voici, Prémétro Plus. Comme son nom l'indique, il fait la part belle au prémétro, les trams souterrains. Et alors c'est un tram? C'est un tram, oui, c'est un long tram. Alors oui, la capacité sera moindre que celle du métro, mais selon eux, avec plusieurs lignes sur le même axe, les fréquences seront plus importantes. Et puis, grâce au tram, on évacue le casse-tête de la traversée du Palais du Midi et de cette aire marécageuse. Pas besoin de travaux supplémentaires. Donc on n'est pas à l'abri d'autres mauvaises surprises et quoi on continuera à dire on a déjà engagé trop d'argent, on ne peut plus revenir en arrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate dans d'autres projets aussi, l'impression qu'on a dépensé déjà tellement d'argent que ce serait trop bête de ne pas aller au bout. Mais en fait, c'est ça qui est irrationnel, hein, c'est de continuer à dépenser encore beaucoup plus parce qu'on aurait dépensé déjà trop en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment procéder de manière beaucoup plus résiliente, c'est-à-dire étape par étape, avec la possibilité de réorienter les décisions au fur et à mesure. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un tas de plaques? Pour tout lire, tu as l'intention de... Alors pour l'instant, moi j'ai lu le résumé non technique qui doit être quelque part dans cette pile-là, qui fait 600 pages. Mais je ne l'ai pas lu en entier parce que voilà, on n'a pas le temps, quoi. C'est un peu un dossier exceptionnel, hein. Moi, j'ai jamais été confronté à une telle masse de documents. Ça fait 11 ans que je travaille à l'ARO. Ici, on a un dossier écrit de plus de 7000 pages. On a 300 plans, enfin, vous voyez, les tas de plans. Enfin, c'est du jamais vu, quoi. Donc, les gros dossiers d'habitude, pour donner peut-être des comparaisons avec d'autres projets, le plan régional de mobilité, hein, le nouveau plan régional de mobilité, Good Move, c'était 4 mois d'enquête publique et c'était un dossier qui faisait en tout un peu moins de 1000 pages. Ici, on a 7 fois plus tous les plans et on a 4 fois moins de temps. Donc ouais, c'est difficile. S'il fallait vraiment aller à fond dans le détail des choses, oui, c'est plusieurs mois facilement, et en sachant qu'il faudrait mobiliser l'expertise de chercheurs pour nous aider à comprendre aussi tous les aspects techniques, tous les enjeux techniques qu'il y a dans ce dossier. Donc c'est des mois et des mois, oui. Alors après, on peut regretter beaucoup de choses. Et on est les premiers à dire que ce n'est pas suffisant et qu'il faut faire un peu plus. C'est très important d'avoir un débat public en amont.
comme on se le disait tout à l'heure, sur la programmation, la destination d'un projet, les grandes lignes d'un projet, en fait, les affectations, les périmètres, les gabarits, mais pas dans les détails. Donc ça, c'est très important d'avoir plus de débats avant que le projet arrive en enquête publique, parce que souvent, on entend toujours ça, c'est trop tard, on peut pas changer dans le sens des habitants parce qu'il y a déjà eu un travail énorme, il y a déjà eu des plans, des dessins, des accords, des réunions de projet avec les administrations, donc on ne peut plus le changer. Alors l'enquête publique, elle arrive vraiment en bout de course des processus. Et donc on arrive, on va dire ici, on est à 13 années après le lancement. Si on peut donner une date officielle de lancement, ce serait 2009. Donc on est 13 ans après. Et effectivement, pendant ces 13 ans, on n'a pas eu l'occasion d'émettre un avis. Enfin si, on peut émettre des avis, bien sûr, mais il n'y a pas eu de moment officiel de participation. Il n'y a pas eu de débat contradictoire organisé. Et donc on arrive en bout de course où on va nous demander de nous prononcer sur des aspects techniques de mise en œuvre du projet, sans avoir pu discuter de la pertinence, de l'opportunité de ce projet de métro. Et donc forcément, comme on n'a pas eu l'occasion pendant les années qui précédaient d'avoir ce moment officiel pour poser les réclamations, pour introduire les avis et les critiques, forcément, on parle, nous, de tout ce qui s'est passé avant et qui a amené à ce projet. On se retrouve à devoir faire un travail encore plus gigantesque. Mais en aval, c'est primordial, indispensable de garder la commission de concertation en tant que réunion publique. Parce que souvent, on oublie que c'est ça qui est important. Le fait de tous de faire se rencontrer des opposants, des réclamants, comme on dit, les porteurs de projets, les administrations. Et je crois que les administrations sont conscientes qu'elles apprennent elles aussi beaucoup de choses pendant une commission de concertation. Elles ne sont pas toutes de même qualité. Et évidemment qu'on retrouve aussi du nimbisme et des critiques qui ne sont pas toujours fondées. Mais ça, c'est le jeu du débat public, c'est le jeu de la participation. Mais on pourrait peut-être le voir la participation comme un ensemble de processus ou d'outils méthodologiques qui vont avoir pour objectif de mobiliser les citoyens, d'impliquer les citoyens dans leur diversité, dans la gestion d'un projet. Et projet, ça veut dire projet urbain, c'est un peu le sujet ici, mais ça peut être aussi projet de réforme politique dans un tout autre domaine. C'est une participation effective à la vie démocratique qui ne se résume pas à des élections. On dit souvent qu'en dehors des élections, on n'a pas l'occasion de s'exprimer. C'est pas vrai. Il y a plein d'occasions où on peut s'exprimer. Je veux dire, tout ça va dans le bon sens pour faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait davantage de proximité entre le pouvoir politique local et la population, qu'il y ait davantage d'interaction, davantage de dialogue, mais si possible, évidemment, dans une atmosphère de tolérance mutuelle, d'argumentaire et pas d'invective, et de souci de construire et pas de détruire. Et est-ce que vous aimeriez, vous, en tant que personne, participer plus dans les choix politiques qui sont faits pour où on fait les travaux, comment on fait la mobilité? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'aimerais bien, mais j'ai pas plus de contacts que ça. Vous auriez une idée de où il faut participer Ah, aucune idée. Mais bien sûr, si j'ai cette possibilité, j'agirai très très activement. C'est mon souhait. Participatieve democratie ben ik zeker voorstander van. Maar dan moet je natuurlijk ook een gemeenschapsgevoel hebben. Dus eerst moeten we daaraan werken. En dat is uiteindelijk ook de medeverantwoordelijkheid van alle burgers. Dus ik denk dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen. Maar eigenlijk graag, ja. Want dan worden we ook een warmere samenleving, denk ik, als we dat doen. Pour moi, c'est une bonne idée aussi de faire entendre la voix aussi aux citoyens et comme ça les politiciens ils peuvent aussi entendre les avis des citoyens même et c'est eux en fait qui sont dans tous les jours, les personnes travaillent, les jeunes vont à l'école et tout, donc c'est eux qui sont vraiment sur le terrain. En vrai ça peut être intéressant, je sais pas si j'irai, mais là après avoir assisté à une journée ainsi,
clairement, on est déjà plus légitime pour pouvoir répondre à des questions et donner notre avis. Donc c'est vrai que c'est bien. C'est une bonne idée. Et quoi, sans avis, vous? Si, moi j'ai dit, on pourrait apprendre des nouvelles informations sur la technologie. À propos de quelque chose qu'on utilise tout le temps en plus. Donc, bah oui, sur le fonctionnement, en plus ça concerne la vie publique, donc je pense que ça peut être bénéfique et instructif pour tout le monde. Chouette. D'autant plus que si les décisions vont concerner la population, il n'y a rien de meilleur que de demander justement l'avis de la population. C'est vrai. Oui, je vois ça d'un bon oeil, bien sûr. Participation, évidemment, je vois ça de bon oeil. Et c'est ce que je rapproche à beaucoup de gens qui derrière une Jupiler au bar, ouais, c'est la faute aux écolos, c'est la faute, on a tout bloqué, on paie des impôts. Ils ont parlé de faute aux écolos quand ils n'étaient pas du tout au pouvoir, ni gouvernement. Mais c'est toujours la faute, c'est le populisme. Et donc, moi, j'étais dans ma commune, Forêt. J'étais encore chez Madame la bourgmestre. Au lieu de me plaindre, râler, on va dialoguer. Donc c'est très très bien. Et il y a une oreille à ça. Et je ne sais pas si on va prendre suite à ça, si c'est seulement paroles et paroles. Et voilà. Bah, c'est vrai que ça a été... il y a des chercheurs qui ont bossé là-dessus. On voit que les espaces de participation dits traditionnels, c'est quand même des espaces qui répondent à des normes et à des codes des classes dominantes, que ce soit la prise de parole en public, maîtriser l'art oratoire, que ce soit avoir la capacité en fait de politiser son propos et de politiser son vécu, de passer du jeu au nous, et vers de l'intérêt plus collectif. Bah, c'est vrai que pour nous, Périphéria, les conditions pour la mise en place d'un processus de participation citoyenne qui soit intéressant, c'est d'une part, en premier lieu, la volonté politique, que les élus croient au projet et portent le projet, tant auprès des citoyens qu'auprès de leurs équipes. Deuxièmement, c'est une transparence par rapport aux règles du jeu dans lequel on va jouer en tant que citoyen. Je m'engage à quoi, comment mon avis va être pris en compte, à combien de rencontres je vais participer. Et une fois que toutes les étapes du processus participatif auront eu lieu, que le politique puisse rendre des comptes. Troisièmement, c'est une mobilisation des citoyens qui est forte. Donc c'est pas attendre que les citoyens viennent dans les espaces de participation, je dirais, traditionnels, mais plutôt aller vers les citoyens, là où ils se trouvent, faire appel à des relais associatifs, aller à la sortie des écoles, aller vraiment vers les citoyens, là où ils se trouvent. Démocratie participative, est-ce que vous y croyez ? Et est-ce que vous y croyez sur tous les sujets, y compris par exemple sur un sujet comme la mobilité? Et à la fin de la législature précédente, on avait décidé aussi de rendre tout irréversible. Et on a prévu de l'argent, on a prévu signer les contrats, délivrer les permis, puisqu'il y avait certaines qui étaient contre le métro. Il faut oser. À un certain moment, il faut même oser de rendre les gens heureux contre leur volonté. Mais évidemment avec des beaux projets, pas avec les mauvais projets. D'accord. Alors là, moi, je suis pas trop d'accord. Hein. Il faut surtout consulter les gens avant. Alors là, quand même, faut pas pousser, quoi. Ça, je ne suis pas d'accord. Moi, là, je dirais que je suis très chatouilleux par rapport à ce refus des politiques, je dis bien des politiques, hein, de ne pas essayer de tenir compte. Je sais que dans certains cas, c'est difficile, mais par exemple, un bête exemple, ça n'a rien à voir avec le métro, ce piétonnier. Les gros problèmes se sont posés au départ parce qu'il n'y a eu aucune concertation. Alors là, vous me posez une colle quand même, assez compliquée comme question, mais honnêtement, moi je suis quand même assez d'accord parce que les gens ils peuvent être contre le projet assez souvent. Et au final, une fois que le projet est là, ils sont quand même heureux qu'il soit présent parce qu'on n'a pas l'impression de voir tous les côtés positifs d'un projet, mais finalement ça peut quand même être assez positif pour eux. Je pense que de manière générale, en fait, dans la société, il faut qu'il y ait quand même une culture de la participation qui doit un peu infuser sur le long terme.
Et aujourd'hui, voilà, on est quand même dans une démocratie représentative et on n'est pas encore dans de la démocratie participative, démocratie voire même délibérative. On n'est pas encore à ce stade-là. Et du coup, comme on le disait précédemment, il y a beaucoup de gens en fait, qui ne se sentent pas capables et pas légitimes de participer et d'avoir leur mot à dire. Et donc, s'il n'y a pas de plus en plus d'espace où on décortique les enjeux urbains, on se sent capable et concerné des différentes politiques publiques, je pense qu'il y a plein de citoyens qui ne sont pas forcément pour plus de démocratie participative aujourd'hui, parce qu'eux-mêmes n'ont pas confiance en leur capacité politique. Et donc l'idée, ce sera aussi de passer de table en table pour voir un peu qu'est-ce qui a déjà été récolté, pouvoir aussi apporter de nouveaux éléments. Et on aura 4 groupes de travail durant la soirée. Donc voilà, on va un peu alterner entre des moments debout, des moments assis, des moments de débat, des moments de vote. Le citoyen ne sait pas intervenir dans une décision technique. Le citoyen peut demander des explications et il faut l'écouter et il faut lui répondre. Mais il ne peut pas lui dire que je veux faire ça par telle méthode. C'est pas possible. Le citoyen n'a pas les capacités intellectuelles pour le faire. Là, je dis simplement que le citoyen doit être écouté, entendu. Il faut lui expliquer le pourquoi. Et c'est de la pédagogie. Alors, je pense qu'il faut distinguer les questions techniques sur le comment est-ce qu'on va faire en sorte de creuser au sous-sol, des questions qui sont éminemment stratégiques, qui est celui de la vision que l'on a de la ville et du quartier, qui ne peut pas se faire sans les habitants. Il ne peut pas, aujourd'hui, qui décide du design de la ville? Qui décide de la vision de la ville, du nombre de verdures qu'on a? C'est souvent des architectes, des politiques, des promoteurs immobiliers, des gens du privé. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Alors, une association n'est pas l'autre, mais à l'ARO, on a conscience de l'objectif de notre travail, qui est d'abord un travail de sensibilisation sur les enjeux urbains. Et donc, on fait toutes des études et des analyses pour vulgariser des dossiers à l'enquête publique et des grands projets comme le Métro Nord. Par ce travail de sensibilisation, on peut être considéré comme un corps intermédiaire entre les autorités, leurs projets et puis le local, les habitants, les comités d'habitants. Mais par ailleurs, l'ARO a toujours été très claire sur sa position en tant qu'association. Mais on reste vraiment dans une posture de contre-pouvoir parce que c'est en faisant pression qu'on a l'impression que nous, on peut faire évoluer et faire avancer le projet autrement. Ou l'abandonner, pour le cas du Métro Nord. Ça reste le grand espoir de l'ARO. On ne peut plus se permettre de demander l'avis des citoyens uniquement tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans, à l'occasion des élections. Et qu'aujourd'hui, la prise de parole des citoyens est importante et qu'elle doit être mobilisée sur différentes questions. Et pour ça, il faut alors outiller ces corps intermédiaires, des associations de quartier, de terrain, à faire en sorte qu'ils maîtrisent ces outils-là pour faire émerger la parole des habitants d'un quartier, de leur public, des femmes qui font des cours d'alpha ou que sais-je, pour essayer de faire remonter peut-être des requêtes, des doléances, des revendications politiques. Et ça peut servir finalement le politique qui doit mettre en place des mesures d'action publique. On n'est pas encore, à Bruxelles-Ville justement, au bout du tunnel. Qui est contre le métro? De prime abord, pas nous. Et vous, quelle nouvelle? On est des Bruxellois depuis toujours, alors la STIB, le métro, les trams, on connaît. Et oui, il y a pas mal de choses à améliorer. Mais est-ce que c'est le métro 3 qu'il nous faut vraiment? À en croire la STIB, 76% des Bruxellois pensent que oui. Et ce serait malhonnête de dire qu'on n'en faisait pas partie il y a encore 3 ans. À ce moment-là, on n'était pas au courant des enjeux liés au plus grand chantier que la région ait connu. C'est là que la question du métro 3 se pose. Au vu des défis environnementaux, des implications autour de la mobilité, des questions sociales et de la crise du logement, étant donné la situation politique et budgétaire, face à l'énorme mobilisation contre ce projet et l'existence d'alternatives moins coûteuses et plus efficaces, qui aura l'humilité d'enfin écouter les habitants, associations et académiques? Qui aura le courage de remettre en question fondamentalement ce métro?